Je vous remercie d'être venu écouter Mohamed Sifawi. C'est un séminaire particulièrement important puisqu'il va nous donner l'occasion de découvrir ou mieux connaître l'association 11 janvier qu'a lancée Mohamed. Cette association, bien sûr, il nous l'expliquera, a connu un gros succès. Elle a manifestement correspondu à une attente de la part de la société civile française, après évidemment les attentats meurtriers des terroristes islamistes contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Cacher. Ça correspondait à une attente de la société en ce sens que le besoin s'exprime que les citoyens eux-mêmes prennent en main la mobilisation pour les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, les valeurs citoyennes, comme on dit. L'adhésion à l'association 11 janvier coûte 50 €. C'est cher, mais c'est, comme chez le psychanalyste, c'est le signe qu'on veut vraiment s'engager. La séance est chère. Donc, Mohamed Sifawi, qui est journaliste, qui est enquêteur, qui écrit, qui est militant de l'antiracisme depuis longtemps, très longtemps, nous a fait le plaisir donc de s'exprimer dans le cadre de la règle du jeu, et je lui laisse la parole. Et comme toujours dans nos séminaires, après son intervention et peut-être quelques questions que j'aurai l'audace de lui poser, il y aura un dialogue avec vous qui êtes venu ce dimanche matin. Mohamed. Bonjour à tous. D'abord, c'est toujours un plaisir de venir au séminaire de la règle du jeu. Et on y retrouve des gens engagés parce que déplacer des personnes un dimanche matin à 11 h, c'est pas toujours évident. Et je le comprends, d'autant plus que nous avons tous, la plupart en tout cas, des semaines très chargées et que généralement les dimanches sont faits pour qu'on puisse se ressourcer. Merci Bernard, évidemment à toi et la règle du jeu pour l'occasion qui m'est donnée de à la fois expliquer ce que sera l'association en janvier. Je me permets d'apporter un petit rectificatif quand même de principe, parce que l'erreur est faite, mais c'est jamais mal intentionné. L'association en janvier n'a pas été lancée par moi-même. L'association en janvier a été lancée par une cinquantaine d'acteurs. J'ai été le modeste fédérateur entre des personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui sont toutes actives sur les sujets, pour faire court, relatifs au vivre ensemble notamment, et à la défense des principes démocratiques et des valeurs universelles, la lutte contre toutes les formes de haine qui s'expriment dans nos sociétés depuis un certain nombre d'années. Donc, j'ai été peut-être l'initiateur, mais effectivement, tu as raison, il y avait une véritable attente. Et je tiens à préciser que l'idée de cette association n'est en rien conjoncturelle. En d'autres termes, ce ne sont pas les attentats de janvier qui ont conduit à la naissance de cette association. J'avais commencé à discuter avec un certain nombre d'amis, avec un certain nombre d'acteurs, avant même les attentats de janvier dernier, pour essayer de fédérer les énergies afin qu'on puisse apporter une réponse, une riposte, à la fois à toutes les haines qu'on observe et qu'on constate sur Internet, mais pas seulement dans la société, et non pas s'arrêter à la riposte et à la réaction, mais aussi générer de la ressource dans le cadre d'une narration républicaine qu'il fallait impérativement
je dirais, réaffirmé. Parce que depuis un certain nombre d'années, on le voit, que ce soit dans la société civile ou dans le débat politique, ce sont les extrémistes qui donnent le là idéologique. Des débats et des discussions qui doivent avoir lieu dans la société. Même les polémiques sont créées par les extrémistes, quels qu'ils soient. Je pense que ceux qui se reconnaissent encore dans le projet républicain ont à la fois, je dirais presque l'obligation aujourd'hui, au regard de l'état dans lequel se retrouve la société, de s'engager, non pas pour répondre uniquement à certaines situations qu'on observe, mais également pour redéfinir et réaffirmer un certain nombre de principes. Et plus globalement, je pense que la société française, parce que parlons de la société française, je pense que la société française, plus que jamais, a aujourd'hui obligation de réaffirmer ce qu'elle veut être et ce qu'elle est, en définitive. C'est-à-dire une France fraternelle, républicaine, antiraciste, une France qui tient dans ses principes, qui tient à ses principes démocratiques, qui tient aux libertés individuelles et collectives. Je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer certaines choses qui paraissaient jusque-là comme des acquis et qui sont, nous le voyons tous les jours, mises à mal par un certain nombre de chapelles idéologiques. Donc l'idée de l'association est venue je dirais, d'un constat. L'idée de l'association est venue d'une observation que nous avons et que nous faisons tous depuis un certain temps. J'ai donc décidé de contacter, comme je le disais, un certain nombre d'amis, un certain nombre d'acteurs. D'ailleurs, dans la cinquantaine de membres fondateurs qui ont donné naissance à l'association, il y a 2 personnes morales, comme on dit, c'est-à-dire 2 associations. L'Association française des victimes du terrorisme, et il me semblait important que cette association qui défend, sous l'égide de Guillaume Denoy de Saint-Marc, les intérêts moraux, idéologiques, matériels, psychologiques des victimes du terrorisme soit associée à cette démarche, parce que les victimes du terrorisme sont tuées par la haine, ne l'oublions pas. Et par ailleurs, j'avais notamment contacté mon ami Rudi Reichstadt, qui dirige le site Conspiracy Watch et qui, par ailleurs, avec Joël Gombin, avait donné naissance à une association qui a pour nom l'Observatoire contre le conspirationnisme et les théories du complot. Pourquoi le conspirationnisme? Pourquoi la lutte contre le conspirationnisme et les théories du complot? Parce que tout simplement, on observe que, et c'est aussi je dirais un point commun, toutes les chapelles idéologiques extrémistes sont très friandes des théories conspirationnistes. Qu'elles soient d'extrême droite, qu'elles soient d'extrême gauche, qu'elles soient intégristes, religieuses, qu'elles soient islamistes, toutes ces chapelles idéologiques sont très portées sur les théories du complot. Et on le voit après chaque attentat notamment, après chaque fait qui alerte et qui interpelle la société. Ce ne sont pas les coupables qui sont désignés par ces chapelles, mais une volonté délibérée, alors qu'aucune enquête n'est encore entamée, de viser, de diaboliser le système démocratique en tant que tel. Donc il faut se poser la question, ceux qui ont intérêt à diaboliser et à, je dirais, désigner le système démocratique comme étant la source de tous les maux de la société, pourquoi le font-ils? Parce que tout simplement, il y a des chapelles idéologiques qui ont besoin de diaboliser avant de faire s'effondrer ce système démocratique. Et pourquoi le ferait-il s'effondrer? Parce que tout simplement, ils espèrent lui opposer un autre système de gouvernance, et en l'espèce, ce sont souvent des systèmes totalitaires qui sont opposés au système démocratique. Alors on peut, à ce système démocratique, lui reprocher beaucoup de choses. Forcément, il est perfectible, forcément, il y a des critiques à formuler, mais de là à vouloir à tout prix, systématiquement, le rendre responsable de crimes qui peuvent se perpétrer dans la société et le rendre responsable dans les heures qui suivent un crime, comme on l'a vu lors de l'assassinat des
des amis et confrères de Charlie Hebdo et des autres victimes policiers ce jour-là, le 7 janvier. Le 7 janvier à 14h, 15h, il y avait déjà sur Internet des théories conspirationnistes qui fusaient et qui venaient expliquer aux plus vulnérables, aux plus jeunes, qu'en fait, il était fort possible que les assassins n'étaient pas des islamistes, mais plutôt des agents gouvernementaux de je ne sais quel État. Donc, évidemment, ce sont deux éléments, la défense des intérêts des victimes du terrorisme et la lutte contre le conspirationnisme, mais d'autres éléments importants, la lutte contre toutes les formes de racisme, toutes les formes de haine, était pour nous, en tout cas, une nécessité dans le cadre de cette association qu'on allait créer. Et finalement, les attentats de janvier, les événements qui ont suivi, quand je dis les événements, je parle des polémiques et des nombreux incidents qu'on a vus, sur lesquels on aura l'occasion de revenir, hein, ont été, si j'ose dire, un accélérateur pour que l'association naisse dans les meilleurs délais. Ça devenait quasiment une urgence pour nous. Alors après, évidemment, on a eu un débat en interne entre les membres fondateurs sur le nom, hein, la dénomination à donner à cette association. Et je ne vous cache pas que la saillie, pour le moins inopportune, d'Emmanuel Todd a fini, en tout cas moi et certains de mes amis, nous convaincre qu'il fallait choisir cette dénomination parce que l'esprit du 11 janvier, sur lequel je reviendrai aussi, est quelque chose qui, évidemment, peut être une source positive pour puiser une réponse, une riposte à la fois républicaine, démocratique et civilisée à toutes ces formes de haine qui se manifestent. Pour finir sur cette première présentation, je vais vous lire l'objet de l'association tel qu'il est défini dans les statuts. Enfin, pas l'ensemble, tout l'objet, mais le résumé, les principaux points sur lesquels on compte agir. Alors, l'association en janvier a pour objet la défense, la propagation, la diffusion et la consolidation dans la société et au-delà du territoire national des principes démocratiques, notamment la liberté d'expression, la liberté de conscience, l'humanisme, la mixité, l'égalité et la laïcité, mais aussi de lutter idéologiquement et dans le cadre des lois contre les discours de haine, les fanatismes, les sectarismes, les racismes, l'homophobie, l'antisémitisme, la violence, le sexisme et plus généralement la haine de l'autre en raison de son origine, de sa croyance ou de sa non-croyance. L'association compte notamment investir le champ du net et construire une narration républicaine tout en luttant par tous les moyens légaux contre le conspirationnisme et toutes les idéologies extrémistes diffusées sur Internet et les réseaux sociaux. Enfin, il y a aussi d'autres aspects qu'on a développés dans ces statuts, mais globalement, ce sont là les principaux points sur lesquels nous comptons agir et construire une narration républicaine. Donc voilà, s'agissant de la naissance de l'association en janvier. Merci Mohamed. Bien sûr, je vais... Alors, pardon, oui, juste parce que, effectivement, en apparence, l'adhésion, oui, tu as cité l'adhésion de 50 €, où, effectivement, par les temps qui courent, ça peut sembler comme étant une cotisation un peu onéreuse. Il faut juste préciser que c'est 50 € pour les gens actifs, hein, c'est 20 € pour les chômeurs indemnisés et c'est 5 € pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants, je crois, et les précaires. Donc 50 €, c'est 4,50 € par mois. J'ai tenu personnellement à ce que ça soit ce prix. Pourquoi ? Pour la simple raison, c'est que nous comptons mobiliser des ressources, nous comptons apporter une riposte, je dirais, professionnelle et non pas uniquement compter sur le bon vouloir de quelques militants déterminés. Nous comptons donc salarier un certain nombre d'acteurs qui vont devoir constituer le noyau dur de l'association, notamment sur Internet, et aussi psychologiquement. Pour moi, c'était un test, c'est-à-dire que si
tout simplement, si des gens qui ont les moyens ne sont pas capables de mettre 50 euros sur la table, je le dis en toute tranquillité, ils n'ont rien à faire dans un combat qui doit les opposer à des gens qui mettent souvent leur vie sur la table. Donc on ne demande pas à ce que les gens fassent des attentats suicides, mais qu'au moins 50 euros, ce qui est équivalent à 4,50 € par mois pour permettre à une association de mobiliser des moyens, encore une fois, et je peux revenir sur les moyens que nous comptons et que nous sommes en train de mobiliser, c'est pas du tout quelque chose d'onéreux face à des gens, encore une fois, qui mettent du temps, de la détermination et qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à mettre leur vie sur la table pour répéter ce que je viens de dire. Merci. Il faut que je te pose plusieurs questions, mais je voudrais quand même souligner, avant de te poser ces questions, un paradoxe impressionnant, c'est que quand on vient écouter quelqu'un qui est l'élément fédérateur d'une association antiraciste, favorable à la démocratie, qu'on vient l'écouter un dimanche matin en France, à Paris, il faut que la salle qui l'accueille soit protégée par la police. Pour les gens de ma génération, c'est incroyable. C'est proprement ahurissant de devoir défendre des principes démocratiques devant un public assis dans des fauteuils, dans un cinéma parisien, et de nécessiter pour ce faire un dispositif policier de sécurité. Je crois que c'est révélateur des enjeux de la bataille que l'association lance. Je ne vais pas citer les noms d'amis qui, parce qu'ils ont pris des positions fermement républicaines, laïques, démocratiques, ont été menacés de mort et ont leur vie, en ce moment en tout cas, gâchée par la nécessité d'être toujours accompagnés de policiers. Alors, comment tu expliques ce paradoxe, Mohamed, que les démocrates, les antiracistes, les gens qui luttent contre la discrimination à l'égard des homosexuels dans un grand pays démocratique comme la France aient besoin aujourd'hui d'être protégés dans une grande démocratie occidentale, où on pensait que la démocratie était profondément enracinée, qu'elle faisait partie de la culture générale, la culture au sens le plus large du terme, la culture, celle qu'on acquiert depuis qu'on est enfant, par l'école, par la famille, par la vie, par les engagements les plus banals même. Comment se fait-il que ce soit ceux qui défendent ces valeurs qui aient aujourd'hui besoin d'une protection qui les menace et au nom de quoi? Alors, je tiens d'abord à saluer mon ami Zineb El Razoui, journaliste à Charlie Hebdo, qui vient d'arriver, comme vous l'avez vu, avec Alors, nous sommes un certain nombre à être aujourd'hui obligés de vivre avec des gens fort sympathiques et dévoués, que je tiens d'ailleurs à saluer, parce qu'ils font d'abord, ils nous supportent. C'est pas toujours évident. Ils supportent des amplitudes horaires qui ne sont pas toujours évidentes, et je vous assure qu'ils donnent beaucoup de leur personne pour nous permettre de nous exprimer. Bon, une fois que j'ai dit ça, je tiens quand même à souligner la chose suivante. C'est que nous vivons en France une situation à tout le moins anormale. Je considère que c'est une violente régression collective que de devoir, en tant que journaliste, en tant qu'acteur de la société civile, ainsi que d'autres amis et d'autres confrères, pour que nous puissions nous exprimer, nous devons être accompagnés 24 sur 24 par des policiers armés, parfois surarmés, qui sont là pour assurer notre protection. Je tiens à vous dire que cette situation, je ne veux pas du tout la banaliser, parce que c'est quelque chose, à tout le moins, des plus à la fois intolérable, anormal, injuste, inqualifiable, qu'en France, en 2015, des journalistes, des intellectuels, des écrivains
soient obligés de vivre sous protection policière permanente. Et je pense que, merci de m'avoir posé la question, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de nous exprimer sur ça. Alors parfois je vois dans le regard les gens peut-être nous, comment dire, arrivent à avoir de la peine pour nous, mais je dirais qu'il faudrait avoir de la peine pour la société. Ayez de la peine pour vous-même. Collectivement, ayons de la peine pour nous tous. Si nous sommes aujourd'hui obligés, si vous êtes obligés de venir un dimanche matin pour que nous puissions avoir un échange en toute sérénité, que vous soyez obligés d'ouvrir vos sacs à l'entrée d'une salle de cinéma au cœur de Paris pour écouter des gens qui sont protégés par 2, 3, 4 ou 5 fonctionnaires de police, de devoir arriver devant une salle de cinéma qui doit mobiliser 5 ou 6 policiers en tenue pour sécuriser quasiment tout le quartier, sachez et comprenez que c'est une chose anormale. N'acceptez pas cette chose comme une fatalité, parce que ça ne peut pas et ça ne doit pas être une fatalité. Il faut absolument que nous puissions nous révolter collectivement et sereinement contre cette situation. Il n'est pas admissible que encore une fois, que des citoyens, quelle que soit leur profession, puissent vivre sous protection aujourd'hui en France, parce que menacés dans leur intégrité physique. Cela est inacceptable. Mais alors de qui craint-on les menaces? Qui sont les attiseurs de haine, ceux qui font planer cette menace tellement grave qu'elle nécessite quand même, et je pense que la présence de policiers, l'État ne dépense pas son argent pour le plaisir. Qui menace des gens qui, dans une grande démocratie, luttent pour la démocratie? Qui menace les gens qui, dans un pays où la laïcité est fondamentale, défendent la laïcité? J'imagine que si un Martien ou un Persan débarque, il n'y comprend rien. Vous qui défendez les valeurs sur lesquelles notre société est fondée, au moins depuis la Révolution française et la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, des choses comme ça, vous qui défendez les mêmes valeurs que celles affichées par la société, nécessitez une protection. Qui menace? Au nom de quoi? Alors d'abord, il y a évidemment des groupes terroristes qui menacent, et ça nous le savons, mais pas seulement. Les groupes terroristes sont je dirais, des groupes dont la vocation est de menacer de toute manière les sociétés démocratiques. Mais aujourd'hui, la menace est devenue une espèce de jeu populaire. C'est-à-dire qu'il s'est ancré dans certains esprits l'idée que dès le moment qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va anonymement lui envoyer des menaces de mort ou l'agresser physiquement, parce que ça s'est produit, ou alors attenter d'une manière ou d'une autre à son intégrité physique, ne serait-ce par un crachat. Donc, d'une certaine manière, cette violence qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment s'exprimer par le verbe, est en train de prendre forme dans la société à travers des faits où l'on constate que des gens n'hésitent pas à passer à l'acte physiquement contre une personne qui a tenu des propos, qui a défendu des idées ou des principes avec lesquels ces agresseurs ne seraient pas d'accord. Le problème, et ça je tiens à le dire, en tout cas à titre personnel, ou aujourd'hui en tant que président d'une association, d'abord je tiens à rappeler qu'en ce qui me concerne, ma démarche a toujours été intransigeante, c'est-à-dire à chaque menace de mort, j'oppose une plainte et j'oppose le code pénal. Et que systématiquement, quand les auteurs de menaces sont identifiés, je fais et je déploie toute mon énergie pour que les condamnations soient, je dirais, sans aucune faiblesse, prononcées. En tout cas, pour ma part, je pousse toujours mes avocats à faire le maximum pour que la personne qui menace soit poursuivie et condamnée.
je suis depuis décembre dernier, je serai demain lundi à ma 13e plainte. 13 plaintes en cours pour menace de mort. Donc, encore une fois, ceux qui nous menacent, on peut parfois les identifier, s'agissant des gens comme moi qui sont impliqués sur les sujets relatifs à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, à la laïcité, etc. Ce sont des groupes islamistes, terroristes, qui, évidemment, veulent nier notre existence et nous effacer de la surface de la Terre. Mais je le répète, pas seulement. Il y a aussi aujourd'hui, parce que c'est aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger, des gens très propres sur eux qui jouent à diaboliser l'autre et à délégitimer sa parole jusqu'à, je dirais, justifier son élimination auprès de quelques cerveaux fragiles, manipulés ou manipulables à souhait, qui seraient peut-être amenés à dire, puisque une autorité morale ou des pseudo-universitaires ont dit que telle personne était de toute manière, sinon un faussaire, une personne qui était détestable, certains pouvaient imaginer que ce serait accomplir un geste de salubrité publique que d'éliminer la personne en question. Et ce n'est pas un propos alarmiste que je tiens là. On l'a vu, et Zineb s'en souvient, avant que Charb, pour ne citer que lui, ne soit massacré par une rafale de Kalachnikov, il y a des gens très bien qui ont signé des pétitions pour diaboliser à la fois ce qu'est Charlie Hebdo et ce qu'était Charb. On a souvent tendance à l'oublier. Les tueurs, l'être humain par définition, sait, ou son inconscient sait que l'acte de d'ôter la vie à autrui est à tout le moins un geste anormal. Par conséquent, pour qu'il puisse, même le criminel le plus abject, pour qu'il puisse commettre son acte, il a besoin de rationaliser sa haine. Que ce soit sous l'Allemagne nazie, ou que ce soit sous les régimes totalitaires, que ce soit sous les régimes dictatoriaux, ou que ce soit aujourd'hui les groupes islamistes, ils ont besoin de rationaliser la haine. Alors que veut dire la rationalisation de la haine? C'est de donner un caractère logique à leur comportement et à leurs gestes. En l'occurrence, lorsque les frères Kouachi viennent tirer une rafale dans la rédaction de Charlie Hebdo, au-delà de ce que leur dicte leur détestable idéologie, ils sont convaincus qu'ils sont en train de commettre un acte de bien en direction de l'humanité et en direction de leur religion et en direction de la vie d'une manière générale, et que de toute manière, le fait de supprimer une douzaine de vies ce jour-là, le 7, et ensuite le lendemain pour leurs complices, le 8, une policière, et le surlendemain, 4 juifs dans l'hypercachère, c'était évidemment un acte de leur point de vue de salubrité publique. Donc, avant ça, avant ces journées terribles des 7, 8 et 9 janvier, évidemment, qui nous terrifient, qui nous interpellent à juste titre, on a tendance à oublier ce qui s'est passé auparavant. Quand on arrive dans ce pays à tuer des enfants juifs, comme le cas de Mohamed Merah en 2012, et quand il n'y a pas une révolte unanime de la société, c'est parce que, d'une certaine manière, comme le disait un ancien patron de TF1, si TF1 fait des programmes pour rendre les esprits disponibles à Coca-Cola, il y a certaines personnes qui lancent des programmes à travers Internet pour rendre des esprits disponibles à la haine. Et par conséquent, aujourd'hui, je tiens pour responsable un certain nombre d'acteurs qui squattent les chaînes de télévision et qui vous disent toute la journée à quel point l'être juif est un être détestable, à quel point le journaliste irrévérencieux, caricaturiste est un être détestable, à quel point le policier peut être détestable, ainsi de suite. Et donc, à partir de là, il ne faut pas s'étonner, une fois que la rationalisation de la haine est diffusée dans la société, il ne faut pas s'étonner que des êtres idéologisés de surcroît par une pensée totalitaire puissent venir appuyer sur la gâchette ou commettre un acte
je dirais, criminel comme celui-ci. Alors, justement, il faut peut-être nécessairement y regarder encore d'un peu plus près. On constate que des personnalités qui ont un parcours et des valeurs apparemment les mêmes que les nôtres, qui viennent de la gauche antiraciste, la gauche fraternelle. Je pense à Edoui Plenel. Une personnalité comme Edoui Plenel, on pourrait être d'accord, pas d'accord avec ses analyses. Mais quand on constate que pour défendre ses idées, il partage la tribune avec un homme comme Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, on pourrait penser que c'est un croyant, un religieux. Bon, après tout, pourquoi pas. Tariq Ramadan, je le rappelle, et c'est pas secondaire, après les assassinats au musée juif de Bruxelles, Tariq Ramadan écrit sur sa page Facebook « Étrange mort dans le musée, faut arrêter de nous prendre pour des cons », c'est-à-dire le principe même du conspirationnisme, derrière l'apparence à laquelle, bande de moutons, vous croyez bêtement, se loge de mystérieuses manipulations. Tariq Ramadan écrit ça. On arrête le présumé coupable. Il n'y a pas de mystère et de complot, évidemment. Ramadan ne fait pas la moindre autocritique. Et c'est avec cet homme-là. Alors, les amis de ceux qui connaissent Caroline Fourest et d'autres savent que Tariq Ramadan est en fait quelqu'un très engagé dans l'islam politique. Mais peu importe, admettons qu'on ait le droit d'être engagé dans l'islam politique. Mais faire courir l'idée que les victimes du musée juif de Bruxelles, en fait, sont des agents secrets liquidés sans doute par une autre branche des services du Mossad, parce que c'était ça le sous-entendu, partager la tribune avec quelqu'un comme ça, pour Edoui Plenel, me paraît totalement surréaliste. Et encore, il ne faut pas offenser le surréalisme, délirant, incroyable. Comment tu expliques la jonction d'un garçon, je ne demande pas une étude psychologique d'Edoui Plenel, mais quelqu'un qui est en principe ancré dans les grandes valeurs démocratiques, qui est persuadé d'être un antiraciste honnête, sincère, comment peut-il partager une tribune avec un Tariq Ramadan qui est un des relais de ce conspirationnisme qui nous fait prendre, qui tente de nous faire prendre des vessies pour des lanternes? Qu'est-ce que c'est que ce front qui se constitue? Et je te poserai la même question à propos des Yabon Awards de Rokhaya Diallo, qui hante largement les médias et qui décerne la médaille du racisme une année à Caroline Fourest, et cette année, je ne sais plus à qui, mais qui partage alors là la cérémonie avec Ouria Boutelja des Indigènes de la République. Je ne sais plus qui est-ce qu'elle avait invité, le rappeur Medine qui sort des abominations. Non, l'antiracisme, les Yabon Awards de l'antiracisme, au nom de l'antiracisme, stigmatisent des gens qui sont vraiment des antiracistes engagés. Et Edoui Plenel fait tribune commune avec Tariq Ramadan qui diffuse le conspirationnisme. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Comment tu expliques ce monde qui bascule, qui inverse les valeurs? Alors, je pense, et je fais le constat depuis plusieurs années, que une partie du monde intellectuel français et au-delà du monde intellectuel européen est malade. Malade de quoi? Malade d'un débat qu'on veut instaurer et qui serait bipolarisé de la manière suivante. Il y aurait d'un côté les islamophiles et d'un autre côté les racistes, enfin ceux qu'on appelle, un terme que je n'utilise pas comme vous le savez, les islamophobes. En gros, aujourd'hui, on veut créer un face-à-face entre d'un côté des pseudo-islamophiles type Plenel ou Emmanuel Todd et pour le coup, des xénophobes ou des défenseurs d'une pensée xénophobe qui essentialise les musulmans et qui verrait en chaque musulman un danger potentiel, en l'occurrence la pensée zémourienne ou la pensée Le Pen. En gros, le débat, c'est entre les uns et les autres. Le cœur du débat, le cœur de la polémique se situe entre ces deux pensées binaires. D'un côté comme d'un autre, on a tendance à infantiliser les musulmans. Et
récemment encore, j'écrivais un article où je demandais la chose suivante. Si on est aujourd'hui en 2015, on se dit démocrate, la première des choses, c'est de commencer d'abord à traiter les musulmans en adultes, d'une part. Les musulmans n'ont pas besoin d'Edoui Plenel ni d'Emmanuel Todd lorsqu'il s'agit je dirais, défendre ou propager des idées. On le voit bien, d'ailleurs, même lorsqu'ils ont besoin de commettre des attentats, les musulmans n'ont pas besoin d'Emmanuel Todd ou de Pascal Boniface ou de gens comme ça. Et d'un autre côté, la pensée, je dirais, ridicule, parce qu'elle l'est, des Zemmour et consorts, est du même acabit, je dirais, mais inversement. Alors, en fait, ce débat, c'est un débat qui, de part et d'autre, infantilise les musulmans. Parce qu'on parle d'eux, on parle de ceux qu'on décrit comme étant les musulmans, mais vous observerez tous que dans la sémantique qui est utilisée, on considère de facto que ce serait un groupe homogène et monolithique. En d'autres termes, on vous parle des musulmans, que ce soit selon la logique de Robert Ménard ou selon la logique d'Edoui Plenel, c'est du pareil au même, c'est-à-dire Kouachi, Koulibaly, Zineb, Sifawi, Tariq Ramadan, tous pareils. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans l'histoire de très ancien, en gros une approche plutôt coloniale de ce débat qui fait que, évidemment, les musulmans sont systématiquement essentialisés et réduits à leurs croyances réelles et supposées, d'où il ne faudrait surtout pas qu'ils sortent. D'où il ne faudrait surtout pas qu'ils sortent. Parce qu'évidemment, une personne de culture musulmane, disons les choses ainsi, qui se bat pour que les femmes musulmanes dans les pays musulmans n'aient pas à porter le voile ou la burqa, est suspecte. Une femme musulmane qui se bat en France pour que les femmes n'aient pas à porter le voile est suspecte. Une femme qui se bat pour avoir à porter la burqa, elle, évidemment, est dans une démarche totalement normale. C'est-à-dire dans un pays qui a connu mai 68, le féminisme, etc., une femme comme Zineb est une anomalie. En l'occurrence, c'est une femme qui vient du Maroc et évidemment, lorsqu'elle défend à la fois sa liberté de pensée, sa liberté de conscience, sa liberté de femme, sa liberté de citoyenne, elle devient suspecte. Mais suspecte aux yeux de qui? Elle devient suspecte aux yeux de certains intellectuels dits de gauche, comme Edoui Plenel ou comme Pascal Boniface, qui vont évidemment la décrire comme étant alliée ou suppôt de quelques groupes occultes, et on imagine lesquels. Et évidemment, c'est pareil pour votre serviteur quand la question concerne un homme. Donc, évidemment, le musulman est systématiquement essentialisé. C'est pour ça que la nuance, je le dis très modestement, que nous représentons gêne énormément, et les uns et les autres. Et on le voit. De préférence pour les uns et pour les autres, il aurait été de loin préférable qu'on soit totalement invisible, voire inexistant. Il se trouve qu'on est visible médiatiquement et qu'on existe dans la société. Et qu'on existe non pas à titre individuel, mais qu'on existe en tant que courant idéologique. On l'oublie souvent. Mais ce courant idéologique, évidemment, il est totalement nié. Que la question concerne des sociétés de l'autre côté de la Méditerranée, ou que la question concerne le débat franco-français. Donc, il y a évidemment cette, je dirais, je ne suis pas connu pour tenir un discours victimaire. Mais là, pour le coup, je vais vous dire, et je l'assume, c'est une démarche raciste. C'est une démarche raciste qui vient d'un positionnement raciste, arrogant, condescendant, de gens de gauche qui ont décidé de prendre les musulmans sous leur tutelle, ou ceux qu'ils décrivent les gens sous ou à travers leur appartenance réelle ou supposée à une religion, ils ont décidé de les prendre sous leur tutelle et de décider pour eux. Alors, évidemment, lorsqu'on dit
que la pensée des frères musulmans est une pensée totalitaire, lorsqu'on dit que le salafisme est un totalitarisme, on devient, y compris pour ces gens-là, un traître. C'est-à-dire qu'on commençait par parler tout à l'heure des questions de menaces, etc. Je vais vous conter une anecdote. Il y a quelques années, un procès m'a opposé au sieur Pascal Boniface. Bon, le fameux et le fumeux. Ce monsieur est invité dans mon pays d'origine, l'Algérie, à un salon du livre, où il va présenter un livre intitulé « Est-il permis ?» quelque chose comme ça, est-il permis de critiquer Israël? Ou peut-on critiquer Israël? Bref. Évidemment, il est dans un pays aussi démocratique que l'Algérie, où moi je ne rentre pas depuis 16 ans. Évidemment, il est invité pour le titre de son livre. Mais ça, c'est un détail, comme diraient certains. Il donne une conférence, alors qu'il n'y a aucune polémique qui nous oppose. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de, je dirais, en raison de son positionnement idéologique, il ne fait pas partie de mon entourage idéologique, et en raison de l'antipathie évidente qui est la sienne, il ne fait pas partie non plus de mes cercles d'amis. Et d'ailleurs, j'ai arrêté d'aller au stade quand j'ai appris qu'il aimait le foot. Donc pour dire, ce monsieur, il va dans une conférence, en marche du Salon du Livre d'Alger, et dit la chose suivante. Pardon, je résume, mais de la manière la plus fidèle qui soit. Il dit globalement qu'il y aurait une montée de l'islamophobie en France, que cette montée de l'islamophobie serait générée par des gens comme Philippe Val, à l'époque patron de Charlie Hebdo, et Bernard-Henri Lévy, et que les médias qui sont dans cette logique de dérive islamophobe ouvriraient leurs portes et accueilleraient à bras ouverts des musulmans qui se trahissent, comme Mohamed Sifawi. Bon, évidemment, moi j'apprends par des confrères algériens cette sortie, comment la qualifier? Salope. Voilà, c'est une saloperie. Pourquoi c'est une saloperie? Parce que tout simplement, j'ai de la famille dans ce pays. C'est un pays qui est fortement marqué par une montée, je dirais, du fanatisme. Et des gens, je dirais, qui pouvaient n'attendre qu'un prétexte, auraient pu s'attaquer à des membres de ma famille. Mais passons. Le problème n'est pas là. Enfin, si quand même, mais disons que le problème n'est pas là. Je réponds en faisant quoi? En faisant un article, en disant à qui appartient, à quel lobby plutôt appartient Pascal Boniface. Et j'écris que ce monsieur, à travers ses écrits, alimente l'antisémitisme. Et que c'est un agent de ce que j'appelle l'antisémissionnisme. C'est-à-dire des gens qui, pour diffuser des idées plus que douteuses ou pour préparer les esprits à accepter des idées plus que douteuses, vont se draper derrière ce truc à la mode qu'on appelle l'antisionisme, sur lequel on peut revenir d'ailleurs. Alors évidemment, devant un tel article, ce monsieur me poursuit en justice, criant au scandale. Alors évidemment, comme il m'a poursuivi en justice et comme il m'a, je dirais, qualifié de traître et de suppôt quasiment du lobby sioniste, je lui ai ramené tout le lobby sioniste. Enfin, ce qui est désigné comme tel, notamment sur les réseaux sociaux. Alors il y avait le président d'SOS Racisme, il y avait le président du CRIF, il y avait Caroline Fourest, il y avait Patrick Lugman. Alors certes, il y avait des gens de droite et de gauche, mais généralement, c'est des gens qui sont plutôt connus pour leur attachement aux principes républicains. Et ce monsieur a perdu lamentablement son procès. Ce monsieur a perdu lamentablement son procès. Je dirais avec un rendu du tribunal assez sévère. De mémoire, la procureure avait dit, voilà un monsieur qui ouvre des polémiques et qui après, lorsqu'on lui répond, va saisir les tribunaux. Ce serait presque légitime de le poursuivre pour poursuite abusive. En tout cas pour moi, ça aurait été légitime de le faire. Mais comme j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai préféré ne pas aller jusque-là. En tout cas, il a été lamentablement débouté de toutes ces demandes. Alors furieux de ce, en bon démocrate évidemment, furieux de cette réaction, il a
décidé d'écrire un livre en prenant quasiment la liste de tous les témoins qui sont venus lui apporter la contradiction, en nous désignant tous comme des faussaires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le côté pervers de la chose, il est parti voir pratiquement tous les éditeurs chez qui nous publions. Alors évidemment, il savait qu'il allait recevoir un refus, puisque les gens qui nous publiaient savaient qui nous étions, les uns et les autres. Et c'était un non-sens. Alors ils lui ont dit, pour certains, puisque cela m'a été rapporté, évidemment qu'il peut y avoir des divergences et des débats et même des polémiques intellectuelles et idéologiques. Le problème n'est pas là. Mais qu'on ne vienne pas délégitimer la parole d'un intellectuel ou d'un journaliste en disant « voilà le faussaire, ces gens, il ne faut pas les écouter ». Bon. Évidemment, il trouvera un éditeur, parce qu'il y a toujours des gens qui ont faim. Il a trouvé un éditeur et sa malhonnêteté l'a poussé à commencer le livre en disant « ce livre a été en gros refusé ou censuré par une douzaine d'éditeurs ». Vous voyez la démarche. Toute cette énergie, c'est-à-dire pendant que les gens qui sont cités, on n'est pas des gens parfaits, hein, non, on n'est pas des gens parfaits, on n'a jamais, je pense, je parle à la fois pour la plupart de mes amis et pour moi-même, on a probablement des choses, je dirais, sur lesquelles on pourrait discuter idéologiquement, en tout cas, je ne pense pas que sur la probité intellectuelle, par contre, on ait des leçons à recevoir de qui que ce soit. Ça, c'est sur un point. Sur le deuxième point, il est quand même curieux de constater qu'il y a aujourd'hui des gens qui déploient une énergie incroyable à délégitimer la parole de ceux qui se battent contre des théories fascisantes au lieu de se battre eux-mêmes contre ces mêmes théories fascisantes. C'est-à-dire que je vois tous les jours des gens qui ont une facilité extraordinaire à lutter contre ceux qui luttent contre l'islamisme. En d'autres termes, c'est des gens qui ne sont pas musulmans, le plus souvent, mais dont le sport favori est de lutter contre ceux qui luttent contre l'islamisme. En l'occurrence, le problème, ce n'est pas Kouachi, le problème, ce serait Sifawi. Vous comprenez, on est dans une société qui marche sur la tête. Enfin, certains membres de cette société marchent sur la tête. Voilà. À ton avis, jusqu'à quel point ce ne sont pas que des gens qui marchent sur la tête, mais jusqu'à quel point notre société aujourd'hui est en train de marcher ou de s'apprêter à marcher sur la tête? Est-ce que ce danger est archi-marginal? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est très sérieux? Comment tu le mesures, ce glissement, ce détournement, ce retournement? Alors, il y a quand même un événement, ou des événements, qui se sont produits après les attentats de janvier, et il y en a un en particulier qui m'a interpellé, et je pense qu'il vous a interpellé aussi. Et je vais vous dire comment j'interprète la chose. Et c'est ce qui m'inquiète en réalité. C'est ce phénomène de « je ne suis pas Charlie ». Je ne suis pas Charlie. Alors d'abord, évidemment, peut-être que des gamins mal informés, etc., ne savent pas ce que veut dire le « je suis Charlie » ou ce que peut signifier le « je suis Charlie ». Il fallait peut-être, et je vais le faire, d'autant plus que l'intervention est filmée, peut-être que ça permettra d'éveiller quelques consciences qui sont manipulées. Le « je suis Charlie », encore une fois, j'ai eu l'occasion de l'écrire et de le dire, mais je le redis. Et s'il vous plaît, dites-le partout, comme un argument, parce que c'est l'argument, c'est la vérité. C'est pas quelque chose qu'on va préfabriquer. Ce que veut dire le « je suis Charlie » qui est créé quelques heures après les attentats. C'est un slogan qui répond en écho à ce qu'avait écrit Jean-Marie Colombani en 2001, au lendemain des attentats du 11 septembre, « Nous sommes américains », qui lui-même répondait en écho à une phrase célèbre de Kennedy, « Ich bin Berliner », qui disait « En homme libre, nous devons soutenir tous
tous les hommes qui veulent être libres, et donc je suis berlinois. Et en fait, ce que veut dire la phrase « je suis berlinois » ou « nous sommes américains » ou « je suis Charlie », ce n'est pas une adhésion pleine et totale à la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, c'est simplement une marque d'empathie en direction de ceux qui souffrent ou qui sont victimes d'une situation qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons accepter. Voilà ce que voulait dire tout simplement le « je suis Charlie ». Alors quand je vois des gamins dire « non, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Charlie », au prétexte qu'ils n'aiment pas Charlie Hebdo, ils ont le droit de ne pas aimer et même détester la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Et encore heureux, ça fait partie de la démocratie et c'est quelque chose que je défends. Et d'ailleurs, même mes amis de Charlie Hebdo ne sont pas pour que tout le monde les aime. D'ailleurs, il y a des cons, ils seraient même très malheureux de savoir qu'ils les aimeraient. Voilà. Même de là où ils sont, Cabu, Wolinski ou Charb seraient très malheureux de savoir que certains imbéciles les aimeraient. Donc, non, il ne s'agit pas d'aimer la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Il s'agit néanmoins, et c'est là où, cher Bernard, l'inquiétude, et toute plaisanterie mise à part, l'inquiétude devient totale, c'est qu'on voit que dans notre société, il y a des gens, y compris des intellectuels, ou prétendus tels, qui n'ont pas la capacité humaine de ressentir de l'empathie en direction de ceux qui souffrent. Alors, pour être le plus juste possible, j'ai voulu voir quelle définition donnait par exemple le Larousse pour l'empathie. Le Larousse, ou un des Larousse, dit « c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent ». Et globalement, l'empathie, c'est la capacité à se projeter dans la situation d'une autre personne. Et cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute personne sensée aurait pu se dire « ah non, en France, on ne peut pas être tué pour ses idées ». Parce que lorsqu'on n'est pas capable d'avoir de l'empathie pour celui qui se fait tuer pour ses idées, ça veut dire qu'on est soi-même capable aussi de mourir pour ses propres idées, aussi détestables soient-elles. Soit dit en passant, les gens détestables, c'est très rare qu'ils meurent pour leurs idées. Sinon, ils se font tuer eux-mêmes. Donc l'idée même d'avoir de la compassion pour un cadavre, ces gens-là n'ont pas été capables de l'avoir. Et je dirais, comme ce n'est pas ma spécialité, évidemment, je me suis dit, que dit la psychologie? Quand on sonde les âmes, les gens qui savent, je dirais, parcourir ces lieux extrêmement complexes, que dit la psychologie par rapport à la question de l'empathie? Et là, je vous assure, j'ai trouvé une définition donnée par une revue spécialisée à propos de l'empathie, parce que ça fait quand même des mois que ce sujet m'interpelle. Alors la psychologie dit la chose suivante. L'empathie est généralement une réaction automatique et non intentionnelle. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, nous sommes nous-mêmes affectés. Nous ressentons généralement un ressenti désagréable. Alors là, quand on lit ça, on commence à s'inquiéter non pas pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont incapables d'être Charlie, finalement. Parce qu'effectivement, ils sont à plaindre. Surtout si on lit la suite, d'un point de vue psychologique, il est écrit « Les psychopathes, appelés personnalités antisociales, présentent un important manque d'empathie émotionnelle. Il leur est difficile de ressentir l'état émotionnel d'autrui, tout particulièrement la tristesse. » Imaginez, c'est-à-dire qu'en ces jours terribles de janvier, lorsque les uns et les autres étions très affectés par ce qui venait de se produire, il y avait des gens qui nous regardaient en souriant, ils nous disaient « Eh bien, bien fait pour eux. Ils l'ont bien cherché. » Eh bien, je suis triste pour ceux qui ont dit ça, parce qu'effectivement, ils ont vraiment besoin que la société, ou peut-être qu'eux-mêmes se prennent en charge pour, je dirais, dépasser ce niveau finalement d'enfermement haineux dans lequel ils se retrouvent. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui, faites. Si je puis dire,
Quand tu dis que tu dénonces à juste titre ces intellectuels vaguement intellectuels, qui n'éprouvent pas d'empathie pour ceux qui souffrent, eh bien, tu sais, comme moi, que ces intellectuels nous reprochent, à des gens comme toi, moi et la plupart de nos amis, de ne pas avoir, justement, nous, d'empathie pour ceux qui souffrent et qui seraient les musulmans, d'où le livre de Plenel, les nouveaux opprimés, les nouveaux prolétaires, l'islam étant la religion des exploités, de ceux qui souffrent, alors en Europe, exploités par le capitalisme, au Moyen-Orient, exploités par le sionisme, etc. C'est à nous qu'on fait ce reproche, de ne pas avoir d'empathie pour ceux qui souffrent. Et on nous dit que nous représenterions donc, en gros, les profiteurs, les nantis, ceux qui sont tranquillement assis sur un racisme. J'en veux pour preuve le fait que, par exemple, Emmanuel Todd, qui est persuadé, lui, d'éprouver, en plus, c'est un homme qui a l'air sincère, c'est ça le pire, qui a l'air d'éprouver une vraie empathie pour la souffrance. Mais le problème, c'est qu'après, il doit y avoir quelque chose dans les connexions qui est inversé, mais il est invité à dialoguer chez Mediapart, dans une émission de télé animée par Badiou, le philosophe maoïste, qui se place du côté de l'avant-garde prolétarienne mondiale représentée aujourd'hui par l'immigration. Badiou, extrême gauche, il est invité à un débat à Saint-Denis la semaine prochaine, à la tribune duquel il y aura Rokhaya Diallo et la représentante de Participation et Spiritualité musulmane, une organisation, un mouvement ultra-religieux bigot à prétention sociale. Donc, on va te dire, mais Emmanuel Todd, tu vois bien, il est avec Badiou, qui est très à gauche, il est avec Participation à Spiritualité musulmane. Alors, se dit au passage, Participation à Spiritualité musulmane a été très proche d'un mouvement fondé par Christine Boutin. Bon, anti-avortement, anti-mariage gay. Mais cela dit, il y a toujours ce truc pervers que tu as souligné, qu'en gros, les musulmans, par nature, ils sont réacs, obscurantistes et beaufs. Mais, va te dire Todd, moi, j'ai de l'empathie pour ceux qui souffrent. Et c'est pas le fait qu'ils soient représentés par des obscurantistes, réactionnaires, misogynes, qui m'empêchera d'être proche de ceux qui souffrent. Vous, en critiquant l'islamisme, vous critiquez en fait la religion de ceux qui souffrent, dont l'islamisme serait qu'une version parmi d'autres. Voilà, on nous retourne un argument, enfin on me, un certain nombre de nos amis ici, on nous retourne l'argument, nous trahirions la souffrance de l'exploité qui est aujourd'hui symbolisé, concentré dans la figure du musulman. Alors, je tiens à dire la chose suivante, c'est que toutes ces polémiques ne sont pas nouvelles, en tout cas pour moi. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple qui s'est produit il y a 20 ans, avec quasiment des acteurs similaires, sinon les mêmes, en tout cas appartenant au même courant idéologique. Ce qui réduit en miettes leur démonstration. C'est ce qui s'est passé en Algérie durant les années 90, et j'en suis témoin. Je peux vous dire quelle était alors la nature des polémiques qui opposaient les uns et les autres. Dans les années 90, on disait la chose suivante, c'est que il y avait en Algérie une horde barbares qui se sont ligués dans une structure qui s'appelle le GIA et qui se sont mis à tuer indistinctement tout ce qui pouvait représenter un projet de société contraire à ce qu'ils voulaient défendre. Et d'un autre côté, il y a eu, depuis l'indépendance de l'Algérie, un pouvoir détestable
une première phase où il était dictatorial, ensuite où il est devenu autoritaire et policier, avec une armée et ses services spéciaux composés de manipulateurs aguerris, formés à l'école du KGB, et qui a fait que le fait que cette guerre civile oppose un gouvernement détestable et d'un autre côté des hordes de sanguinaires islamistes, certes, la chose est devenue complexe. Sauf que on a préféré ne pas aborder la chose dans sa complexité. Quelqu'un comme Edoui Plenel, à l'époque qui était directeur de la rédaction du Monde, s'évertuait matin, midi et soir à relayer une thèse des plus farfelues en disant la chose suivante: qui tue qui en Algérie? En gros, ce n'était pas les islamistes qui tuaient, c'était plutôt ce régime détestable. Et pour avoir dit, face à ces sphères-là, à l'époque, ou avoir été de ceux qui ont dit, certes, le pouvoir algérien est un pouvoir détestable, certes, il faut lui opposer les démocrates, mais ceux qui tuent en Algérie, ce sont les islamistes. Pour avoir dit ça, nous avons été nombreux à être traînés dans la boue. Et pour ma part, accusé notamment d'être un agent du pouvoir algérien. C'est-à-dire déjà la diabolisation. Aujourd'hui, ils ont oublié le rôle qu'ils ont voulu m'attribuer d'agent du pouvoir algérien. Aujourd'hui, j'ai eu une promotion, je suis agent du sionisme international, sinon du Mossad. Alors évidemment, au cours d'une carrière, vous comprenez qu'on évolue. Et que je vais voir dans 20 ans si je suis toujours là où je serai. Mais, plaisanterie mise à part, dans le modeste parcours qui est le mien, qui va vers, j'ose le mot, vers ses 30 ans quand même, presque, je suis passé par ces phases, et avec les mêmes acteurs. Alors, de l'empathie pour les musulmans, 200 000 morts, ils ont eu de l'empathie pour eux. Alors je vais vous dire qu'il y a eu de l'empathie pour les 200 000 morts algériens. Je vais vous dire. Parce que l'histoire doit retenir ça. On a beau salir la réputation des gens. Il y a deux intellectuels français qui s'étaient distingués à l'époque. Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann. C'est ça la vérité. Les deux seuls qui s'étaient solidarisés avec les démocrates algériens, avaient pour nom André Glucksmann et Bernard-Henri Lévy, qui avaient écrit des textes en dénonçant notamment les meurtres, les décapitations, les éliminations de journalistes, d'intellectuels, d'universitaires, de femmes, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Savez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a raconté? Que Bernard-Henri Lévy était rentré en France avec des valises d'argent remises par les généraux algériens. Évidemment, comme Bernard-Henri Lévy était déjà dans le besoin, il ne pouvait pas rentrer les mains vides. Dans certaines valises, il y avait des dates et dans l'autre, il y avait de l'argent. Évidemment, pour le récompenser de sa prise de position en faveur de ces affreux généraux algériens. Donc, vous voyez déjà les mêmes, il y a 20 ans, utiliser les mêmes méthodes. Plus d'empathie pour les islamistes et beaucoup moins pour leurs victimes. Déjà diaboliser leurs contradicteurs. Déjà jeter l'anathème sur leurs contradicteurs. Déjà jeter le doute sur la probité intellectuelle de leurs contradicteurs. Déjà essayer d'écarter du débat leurs contradicteurs. Et pour le public attentif que vous êtes, ce sont les méthodes de qui? Donc, évidemment, il y a beaucoup de, je dirais, de subterfuges intellectuels qu'on peut essayer de créer en disant oui, ils seraient, en tout cas de leur point de vue, c'est ce qu'ils prétendent, du côté de ceux qui souffrent, etc. Je voudrais qu'on m'explique entre ceux qui souffrent aujourd'hui en France d'une situation qui est la leur. Et je ne veux pas jouer sur la sensiblerie, etc., parce que ce n'est pas du tout ma façon de faire. Mais objectivement, est-ce que ce sont les femmes voilées avec lesquelles
débat Edoui Plenel, ou c'est Zineb qui est obligée, en tant que femme, de vivre avec 6 hommes qui l'entourent 24/24? Qui souffre aujourd'hui? Si on devait être si compatissant à l'égard de ces éternels halogènes et de ceux qui viennent d'ailleurs, qui souffre? Cette femme voilée avec laquelle va débattre Edoui Plenel ou Zineb El Razoui? J'aimerais qu'on me dise. Ou alors, qui est en train de souffrir? Ceux qui sont nourris par la pensée des frères musulmans, qui déploient depuis des années et des années toutes les énergies possibles et imaginables pour réduire à néant tout ce qu'il y a de démocrates, de féministes, d'intellectuels, d'athées, d'artistes, oui. Tout ce qui peut créer de l'intelligence. C'est avec cela qu'ils veulent se solidariser. Elle est belle, cette gauche, soi-disant antiraciste qui s'allie avec les racistes, soi-disant laïque qui s'allie avec les anti-laïcs, soi-disant républicaine qui s'allie avec les républicains, les anti-républicains, soi-disant humaniste et universaliste qui s'allie avec ce qu'il y a de plus sectaire. Parce que, quand même, si on devait prendre les critères de classification idéologique qu'on enseigne dans tous les instituts d'études politiques au monde, pardon, la pensée des frères musulmans est à classer à l'extrême droite. On y trouve du conservatisme, on y trouve de la bigoterie, on y trouve de l'archaïsme, on y trouve de la haine de l'autre, on y trouve du racisme, on y trouve de la misogynie. C'est avec ça que Edoui Plenel, Boniface et Emmanuel Todd veulent s'allier. Eh ben, bon courage. Il me semble que tu as utilisé un mot, le mot complexité. Et je me rends compte, enfin, et toi sûrement encore plus que moi, que les gens avec qui nous sommes dans un combat terrible évacuent la complexité. C'est-à-dire, c'est même plus une divergence politique, mais j'allais dire une divergence sur l'approche anthropologique. Je vais prendre 2 exemples. Moi, j'ai fait mes premières années de militant, quasiment en culotte courte, dans le soutien à l'indépendance algérienne. Bon. J'ai longtemps ensuite milité pour défendre l'Algérie indépendante, et rapidement, je constate que ça a mal tourné, que le pouvoir est entre les mains d'une caste, etc. C'est un pays sous domination, tout l'inverse de ce qu'on espérait pour l'Algérie. Bon, on a le droit de critiquer, mais on va dire, ah non, tu trahis. Tu parlais des staliniens. Effectivement, on a pu, enfin pour moi en tout cas, un certain nombre de mes amis, être mobilisés à fond pour la révolution socialiste et critiquer en même temps le régime soviétique. Donc, j'étais trotskiste, donc on se faisait traiter d'agents, de traîtres et d'agents. Pour ça que cette accusation, j'ai l'impression de revivre ma jeunesse, merci, et agent, c'est l'accusation lancée à ceux qui peuvent défendre une cause et en même temps voir que dans ceux qui sont censés l'appliquer, c'est l'inverse. Donc on devient un agent. Hein, ou alors et il y a toujours eu des gens qui nous ont dit, si tu dis qu'en URSS, c'est pas aussi bien que ça, tu vas démoraliser Billancourt. Et en gros, c'est le même système de pensée qui vous est opposé. C'est-à-dire que si vous critiquez les réalités les pires appliquées par les islamistes, tu démoralises ceux qui sont déjà au bas de l'échelle sociale, les pauvres, qui sont, que veux-tu, qui sont musulmans. Et donc, quand tu attaques l'islamisme, tu leur enlèves leur dernier la petite bouffée d'opium. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal qu'il y a plein de mecs d'extrême gauche qui aujourd'hui réutilisent la formule de Marx sur la religion, l'opium du peuple, en disant bah oui, mais Marx il disait que ça fait du bien au peuple l'opium, sauf que la fin de la phrase de Marx, c'est pas du tout ça d'ailleurs. C'était que malheureusement cet opium, il faudra le retirer pour que le prolétariat puisse se révolter. Bon,
on n'est pas pour donner des cours de marxisme, mais c'est quand même pas inutile de le rappeler. Et alors, cette complexité, tu vas voir, je vais te demander un peu de donner ton avis là-dessus. On la retrouve, par exemple, avec une des causes dans laquelle moi et l'ensemble de la règle du jeu est engagé, c'était le soutien à la révolution syrienne, aux printemps arabes. Printemps arabes qui, faute d'ailleurs, en général, d'avoir obtenu les vrais soutiens des Occidentaux, politiques, diplomatiques, militaires, ont laissé le champ libre, je pense surtout à la Syrie, aux islamistes et aux plus cinglés d'entre eux. Bon. Et donc, des gens nous disent, BHL, Chalcha, vous avez été les fourriers des islamistes en Syrie. Dès le début, c'était islamiste. Donc, dès le début, ce n'était pas des islamistes. Enfin, tout le monde le sait. Mais mauvaise foi aidant et vision simpliste, univoque, mécaniste des choses. Comme si toute l'histoire était écrite, comme si l'histoire n'était pas faite de sautillements, de bonds dans tous les sens. On va nous accuser aujourd'hui, alors, d'avoir été les agents des islamistes en Syrie parce que ça fait les affaires d'Israël, par exemple. Enfin, ça, ce que je vous dis là, je l'entends tous les jours, ou presque. Donc, c'est-à-dire, c'est cette pensée qui donne d'ailleurs, enfin, cette pensée ou absence de pensée qui favorise le conspirationnisme. C'est-à-dire, tout est simple. Tu as un processus, tu penses que c'est utile pour la société, c'est pour le bien, hop, les choses tournent mal. Eh bien, mon pote, c'est que dès le début, au fond, tu voulais que ça tourne mal. Alors, tu peux être accusé de tout. Et aujourd'hui, si toi, tu dénonces les exactions du GIA en Algérie, ah ben, c'est simple, c'est que tu es avec le régime et on te file du pognon. Voilà, c'est une espèce de pensée simple face à un monde archi-complexe. La réalité humaine est complexe, on est tous bien placés pour le savoir. Mais ces gens-là veulent toujours la réduire à une explication simple, simpliste, univoque, mécaniste, déterminé de A à Z. Donc tu es nécessairement, toi avec ta pensée respectueuse des gens, même des croyants, voilà, même moi je respecte les croyants, bon. Ah non, c'est pas vrai, tu les hais, puisque tu critiques les excès ou les formes politisées de leurs croyances. Voilà, c'est donc cette notion de complexité qui est totalement occultée, me semble-t-il, systématiquement par des gens qui voudraient évidemment expliquer tes positions, ou celles de Zineb, et Oud Walid al-Husseini, qui est là, l'auteur du livre Blasphémateur, c'est-à-dire un traître. Si Walid écrit Blasphémateur, c'est parce que, au fond, c'est un agent des Occidentaux. D'ailleurs, c'est ce qu'on ne se prive pas de lui dire. Donc, pas de pensée complexe face à des gens qui essayent de respecter la richesse humaine dans sa complexité. Alors, d'abord, oui, enfin, vous pouvez applaudir, hein. Il a raison. D'abord, tu me donnes l'occasion de corriger quelque chose qui est juste un non-sens, et je vais prendre le risque de corriger devant, parce que je viens de voir un spécialiste de la question géopolitique, mon ami Frédéric Ancel et ses accompagnateurs qui vient d'arriver aussi. Je dis ses accompagnateurs parce qu'il est dans la même situation que nous. Il fait partie de ces privilégiés qui vont peut-être être... enfin voilà. Je vais corriger quand même une idée qu'on essaye de distiller comme ça, notamment à travers les réseaux sociaux et cette sous-culture qui est portée par ce vecteur. Lorsqu'on dit il y a un complot et qu'en réalité on veut que les pays arabes sombrent dans l'islamisme et que cela profiterait à Israël, cela est totalement faux, ça profite à tout le monde sauf à Israël. Israël a tout intérêt, de manière pragmatique, à avoir des Moubarak, le roi Hussein de Jordanie, tous ces autocrates qui lui permettent de garantir sa sécurité en tenant justement leur population les pans de la population la plus extrémiste. Donc c'est une question qui est totalement défavorable en réalité à Israël. Le fait que la Libye s'embrase ou que l'Irak ou que la Syrie s'embrase, c'est quelque chose qui au contraire inquiète au plus haut point le gouvernement israélien. Ah oui, sauf que tu occultes
mais l'argument que je connais là aussi par cœur, l'Occident et Israël laissent faire parce qu'ils veulent détruire le monde arabe, qui effectivement en ce moment détruit, et ça serait tout bénef pour les Occidentaux et particulièrement Israël. C'est faux, parce qu'une destruction, elle mène à quoi? Une destruction aujourd'hui, elle mène à des flux migratoires et leur lot de drames, et des flux migratoires que l'Occident ne peut pas supporter, objectivement. Ça mène à quoi? Ça mène à une instabilité régionale, à des instabilités régionales. Ça mène à l'émergence de groupes incontrôlés et incontrôlables, le plus souvent fanatisés. Ça mène à ce que les armes, parce que souvent ce sont des pays surarmés, avec des armées surarmées, qui, du coup, toutes ces armes sont entre les mains de mains incontrôlables. Par conséquent, il est évident que l'embrasement du monde arabe n'est dans l'intérêt de personne. Et dire le contraire, c'est méconnaître totalement les réalités géopolitiques. Par ailleurs, il y a un deuxième point qui est important à soulever, et je le dis avec beaucoup de lucidité. Si on devait prendre un pays comme la Libye ou un pays comme la Syrie, alors évidemment, en regardant égoïstement notre époque, notre triste époque, je dirais, on a de quoi être inquiet. Mais si on regardait l'histoire avec un grand H, pour le coup, il était temps que l'histoire de ces pays se débloque, y compris au prix le plus fort, c'est-à-dire avec un flot de sang s'il le faut. On oublie, même si c'est choquant, je le dis, on oublie que l'histoire de ces pays a été figée par des cycles historiques. Premier cycle historique contemporain, la colonisation, qui a figé ces sociétés. Et deuxième cycle historique, les dictateurs ou les autocrates. Pourquoi ces sociétés ne produisent plus rien, sinon du fanatisme? Et on m'a reproché de dire ça récemment. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des sociétés qui jusque-là ont été incapables de générer leurs anticorps par rapport à des situations des plus anormales. Quand on vit sous le règne de Kadhafi, on vit dans une situation anormale. La stabilité, ce n'est pas Kadhafi avec un peuple qui est, je dirais, piétiné. La normalité n'est pas le peuple syrien sous Bachar al-Assad. Ou avant lui, son père. Donc, ce qui est en train de se produire est la chose suivante. Dans le cadre de l'histoire, dans probablement 2 siècles, le soulèvement en Libye ou la guerre civile en Syrie sera étudié dans les écoles, comme un moment de l'histoire qui aura probablement préfiguré de ce qui va se passer et qui aura reconfiguré, je dirais, y compris la carte du monde, comme on oublie souvent, on s'inquiète, on oublie souvent que le monde, depuis que le monde est monde, en tout cas le monde moderne, fonctionne comme ça depuis plusieurs siècles. Et que c'est au prix de révoltes, de révolutions, que les nations naissent aussi. Et que même la modernité a été puisée parfois dans des flots de sang. On oublie de rappeler ce qu'a été l'histoire de France depuis 1789 jusqu'à quasiment la fin du cycle des colonisations. Un pays comme la France n'a pas connu une totale stabilité. Et si en plus on devait mettre dans tout ça les 2 guerres et tout le barnum napoléonien, puisque c'est la période avec son lot son flot de massacres et de conquêtes et d'hégémonie. Et si dans tout ça on devait mettre l'histoire terrible de la Première Guerre mondiale et l'histoire encore plus terrible de la Seconde Guerre mondiale, évidemment que de grandes nations ne se construisent pas, je dirais, par une volonté du Saint-Esprit, et que les peuples doivent parfois payer le prix fort pour que les choses avancent. Eh bien, c'est l'histoire du monde arabe. Enfin, du monde arabe, je n'aime pas trop ce terme, parce que
Il n'y a pas de raison de les globaliser, de les homogénéiser. Mais en tout cas, toutes ces nations, toutes ces sociétés, en tout cas certaines d'entre elles, ont ressenti le besoin de finalement générer leurs propres anticorps. Alors les anticorps peuvent être en un premier temps islamistes, mais pas seulement, on l'a vu dans le cas tunisien. L'islamisme a poussé, a généré des anticorps, par ailleurs des féministes, des démocrates, et il faut que ces sociétés continuent, en tout cas d'être travaillées par la modernité, et si ça doit passer par, encore une fois, des guerres et des guerres civiles, c'est l'être humain qui l'aura voulu, et tant pis. Oui, d'ailleurs, on peut faire un rappel avec l'actualité dans une autre partie du monde. C'est l'Ukraine qui non, mais pardon. Il y a effectivement l'Ukraine, mais j'oublie une chose, c'est que ça rejoint par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même drôle qu'à chaque fois qu'on parle de cette région, là aussi on infantilise. C'est-à-dire que quand on parle de ceux qu'on a définis comme étant les musulmans de France, on les infantilise. Et quand on parle de ces populations, on les infantilise au point où on est capable de laisser dire qu'un homme, un intellectuel français, du nom de Bernard-Henri Lévy, a tout seul changé le cours de l'histoire d'une société. Quelle puissance on lui accorde? Quelle puissance on accorde à cet homme? Je veux bien que, oui, Bernard a évidemment des réseaux, a des amis, mais je veux dire quand même, quelle puissance on lui accorde d'avoir cette capacité d'entrer dans l'esprit de tous les Libyens, de tout le monde arabe, de tous les Syriens, et de les retourner pour les amener à se révolter contre leurs dirigeants. À un moment donné, il faut être sérieux. À un moment donné, il faut être sérieux. Est-ce que, aussi médiatique soit-il un homme, ou aussi médiatique soit-elle une femme, ont vraiment la capacité de faire soulever des marées humaines, comme on en a vu dans tous les pays. Et d'ailleurs, ça a commencé, on l'oublie, par l'Iran, cette révolte qui a avorté. On l'a vu ensuite en Tunisie, on l'a vu ensuite, certes, en Égypte, on l'a vu en Syrie, mais je veux dire, toutes ces populations qui se sont soulevées, personne ne s'est posé la question de dire, mais peut-être qu'elles ont tout simplement marre de vivre entre ce marteau que représentent ces autocrates, ces dictateurs, et cette enclume que représente l'esprit rétrograde islamiste qui est tantôt celui des frères musulmans, tantôt celui des salafistes. Est-ce qu'on ne peut pas au moins se poser la question et se dire peut-être que tout simplement ces populations ont marre de vivre dans ces sociétés, je dirais, où la vie politique a été bipolarisée entre d'un côté les dictateurs autocrates ou autocrates et de l'autre côté les bigots et les islamistes. Oui. Alors, je parlais de l'Ukraine parce que, et je terminerai là-dessus, et on va laisser nos amis poser des questions s'ils le souhaitent, parce que du côté des pro-Poutine, tu as beaucoup d'ennemis aussi. Les pro-Poutine, c'est-à-dire les défenseurs du nationalisme orthodoxe bigot russe, te détestent, il suffit, ça se vérifie sur les réseaux sociaux, hein, te détestent des démocrates d'origine arabe, arabo-musulmane, comme vous détestent les salafistes, les islamistes. C'est-à-dire qu'on dirait que ces gens-là, qui eux-mêmes en principe se détestent, hein, les islamistes, État islamique, Front al-Nosra et les poutiniens, en principe, sont faits pour s'entretuer. Mais face aux démocrates, au fond, ils savent que là est le véritable ennemi, même si leurs divergences provisoires, les uns au nom de l'islam, les autres au nom du Dieu orthodoxe, aujourd'hui ils se combattent. Mais au fond, le vrai ennemi, c'est vous. Il suffit, on le voit partout sur le net. Et les gens qui t'attaquent de manière abjecte, ou qui attaquent Charlie de manière abjecte, on ne sait jamais s'ils viennent des pro-Poutine, de l'action française, qui est pro-Poutine, des pro-Tariq Ramadan, des pro-Front al-Nosra. Parce qu'en plus, comme les gens, ils trollent avec des faux noms, mais on ne sait jamais quelle est la source politique de ces attaques. Alors, comment dire les choses pour aller vite? Cher Bernard, je vais te dire, tu sais, depuis
malgré les difficultés, depuis plusieurs années, j'essaye de ne jamais me départir de mon sourire. Parce que je suis vraiment fier des ennemis que j'ai. Je le dis franchement, je suis vraiment fier des ennemis que j'ai. Ce n'est pas eux qui m'ont choisi, c'est moi qui les ai choisis. C'est-à-dire que c'est moi qui ai décidé de les amener à me détester. Ce n'est pas eux qui ont décidé de me détester, c'est moi qui les ai amenés, invités à me détester. Pourquoi? Parce que j'ai pris toutes les positions, depuis que je suis engagé dans le débat public, j'ai pris toutes les positions qui amènent toutes les personnes détestables à me détester. Et encore récemment, franchement, je terminerai par ça, je passe à la télé et je dis une chose dans un contexte très précis qui aujourd'hui, visiblement, suscite un tollé sur les réseaux sociaux, etc. Qu'ai-je dit? On a parlé sur une émission, c'est dans l'air, de la politique d'arabisation en Algérie. Alors, c'est quelque chose que toute personne ayant vécu en Algérie ou tout Algérien vous dira. La politique d'arabisation a été un élément d'abrutissement de la société algérienne. Je le dis très calmement, je le réitérerai autant de fois que possible, y compris devant des tribunaux, s'il le faudrait. Bon, qu'ai-je dit? J'ai dit tout simplement que la langue arabe, qui est une langue magnifique historiquement, qui a été porteuse de quelque chose durant des siècles très éloignés, de textes magnifiques, au début du siècle encore, qui a été porteuse de textes littéraires magnifiques, j'ai dit la chose suivante, c'est que depuis quelques décennies, c'est une langue qui appelle ou qui invite à l'obscurantisme, alors que la langue française appelle généralement à la lumière. Alors évidemment, on peut toujours se fâcher parce que je peux dire des choses aussi brutalement, c'est un choix. C'est vrai que je n'aurai pas ma place au Quai d'Orsay, mais ça c'est un choix depuis très longtemps. Je dis les choses brutalement, pourquoi? Parce que tout simplement, je ne veux plus entretenir cette connivence malsaine, ce discours victimaire avec des populations et des esprits qui sont déjà maintenus dans cet état d'esprit depuis des années et des années, à la fois par leur gouvernement quand ils sont dans des pays arabes, et ici par ceux qui les infantilisent. Alors, si ça doit déplaire, que ça déplaise, mais je mets juste au défi quiconque me sortira des œuvres majeures écrites en langue arabe au cours des 30 dernières années. Il n'y en a pas. Ce qu'on trouve en langue arabe, c'est plutôt le corpus obscurantiste, que ce soit celui porté par les frères musulmans, on trouve du conspirationnisme et on trouve du salafisme. À quelques exceptions près. Hier, quelqu'un sur Internet m'a dit « Oui, il y a eu Samir Kassir qui écrivait en arabe et qui défendait des valeurs universelles. » C'est vrai. Samir Kassir écrivait en arabe et défendait des valeurs universelles. Il a été tué. Il a été tué par ceux qui, justement, sont endoctrinés depuis plusieurs années par la langue arabe à plutôt accéder à des corpus détestables, moyenâgeux, qui n'ont absolument rien à voir avec la modernité. Alors je le redis, comme ça ceux qui sont fâchés se fâcheront encore davantage. Bien, merci. Bon, on a 17 minutes à peu près pour discuter. Voilà, je vous laisse poser des questions et je sais que Maria fait passer le micro. Merci, chers amis, pour ce débat intéressant, mais je voudrais évoquer 3 petits points. Le premier point, je voudrais vous citer une petite phrase, et à vous de deviner l'auteur. On vote tout le temps dans la République islamique, et les basculements de majorité sont fréquents. Il s'agit d'une démocratie imparfaite, mais prometteuse, car tout avance. Signé par Emmanuel Todd. Donc vous voyez là, cela, comme tu disais il y a dans ton intervention,
qu'effectivement, ces intellectuels de gauche, ils ne sont pas pour la solidarité avec ceux qui souffrent, mais ils sont du côté des oppresseurs. La personne qui a traduit cet ouvrage-là en persan avait des moments d'échange avec Emmanuel Todd, et Todd a dit ceci: à l'ambassade d'Iran, j'ai mes amis, car il va en Iran de temps en temps, donc il gère ses relations diplomatiques avec les mollahs. Tandis que tout le monde sait que dans cette république islamique, selon les organisations des droits de l'homme, au minimum 10 000 personnes politiques ont été exécutées par ce pouvoir religieux archaïque et sanguinaire. Et je n'ai jamais entendu une petite phrase de la part ni d'Emmanuel Todd, ni d'autres personnes que vous avez évoquées ici, concernant justement dans la solidarité avec ces Iraniens-là, et également contre la République islamique, qui est une république sanguinaire. Le premier point. Le deuxième point, ça tu l'as dit également notre ami, moi je pense qu'effectivement cette gauche a également été à la recherche d'un certain mythe, puisque avec les transformations de la société capitaliste et au niveau, disons, de la classe ouvrière, donc le prolétariat, mythologie, est devenu aujourd'hui quelque chose à chercher. Et donc, dans leur idéologie, car je discute de temps en temps avec eux dans le cadre de mes activités universitaires, etc., avec eux, et ils disent qu'effectivement, aujourd'hui, le nouveau prolétariat, c'est tous les immigrés. Et puisque la grande partie de ces immigrés sont des musulmans, et que donc ils ont une idéologie ou bien une croyance, et que par conséquent, attaquer cette croyance, c'est attaquer les gens opprimés, et que par conséquent, ces gens-là, ils sont dans une légitimité de classe. Comme tu le disais, c'est de la simplification complètement imbécile et bête, si vous voulez. Et que par conséquent, ils n'arrivent pas à voir qu'effectivement, toutes les, disons, complexités du monde d'aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, ils veulent nous supprimer, nous, des intellectuels athées, des intellectuels qui sont dans aucune religion. Je parle des intellectuels dans le monde, disons, arabe, mais également, moi, dans le monde iranien. Ils veulent nous supprimer notre liberté d'esprit, notre capacité pour critiquer tout fanatisme, toute idéologie, toute religion. Et c'est un droit le plus absolu. Nous devrions garder absolument cette liberté dans la critique de toute religion. Et moi, en tant qu'intellectuel franco-iranien, j'ai le droit de critiquer également l'islam. Et c'est justement quand on critique évidemment cette idéologie religieuse, immédiatement, eh bien, tu as été qualifié comme agent de tel ou tel, n'est-ce pas, organisme. Et moi également, je suis bien évidemment un traître. Mais car, en fait, ils veulent nous supprimer. Et c'est ça également un autre aspect de cet esprit colonialiste qui cherche effectivement à faire durer les situations existantes. Bonjour, je m'appelle Karim. Je voudrais juste rebondir sur 2-3 choses. Le Pire a fait un article sur Sophia Aram qui m'a beaucoup troublé parce qu'en fait ils sont toujours dans la guerre de colonisation. Moi je suis un traître parce que j'aime la République, j'aime la France. Mes parents étaient résistants algériens. Ils sont pas venus ici pour me mettre dans la merde. Donc il y a ce point-là que je trouve très important à essayer de trouver une argumentation, parce que grosso modo un Français de souche il a honte d'être français parce qu'il est facho, et un mec comme moi c'est un harki. Donc il faut qu'on casse ça vraiment, absolument. Après, par rapport à ce que disait le monsieur sur l'Iran et les intellectuels de gauche, ce qu'il faudrait leur rappeler, c'est que à l'époque du Shah, l'extrême gauche s'est alliée avec les islamistes en espérant prendre le pouvoir. C'est-à-dire que sur le modèle de la révolution algérienne, ils leur ont proposé, voilà, vous libérez le territoire, on prendra le pouvoir, on vous donnera le pouvoir spirituel et tout sera bien.
L'extrême gauche a dit oui. Enfin, je ne l'ai pas devenu seul. Hein. C'est une explication de Chala Shafik. Et au final, les islamistes ont pris le pouvoir. Et le seul pouvoir qu'a eu l'extrême gauche, c'était d'avouer leur trahison dans les prisons sous la torture. Maria. Attends. Parce qu'il y a Zinette qui demande la parole depuis tout à l'heure, mais comme c'est une femme, je ne lui donnais pas tout de suite. Merci. Je voulais simplement préciser deux choses, réagir à votre intervention, monsieur, parce que vous disiez on veut nous interdire la critique de l'islam. Alors, avant ça, je voudrais simplement rebondir sur ce que disait Mohamed au sujet de tous ces gens qui tiennent le discours social, en fait, non, les musulmans, c'est des opprimés, etc. Eh bien, c'est exactement la discussion qui avait lieu à Charlie Hebdo avant que les deux frères Kouachine arrivent. Mon collègue Tinious était en train de dire ça. Il était en train de dire mais il faut leur donner de l'argent, du travail, il faut les aider, etc. 2 minutes avant qu'ils ne le butent. Donc moi je pense que ce discours-là ne tient pas du tout. Tu as donné un exemple de ce qui s'est passé en Algérie, mais on peut aussi donner l'exemple de l'Arabie Saoudite et du Qatar, des pays qui ont des PIB parmi les plus élevés au monde, qui n'ont pas vraiment de problèmes économiques, qui ne connaissent pas ces problèmes d'exclusion sociale et économique, mais qui pourtant sont vraiment l'égout, si j'ose dire, d'où sort toute cette horreur. Et puis deux pays qui, avec leur pétrodollars, financent cette idéologie. Ça, on l'oublie. Maintenant, sur l'islamophobie, sur ce que vous disiez, sur l'Iran, pays, ce régime de Mollah auquel on doit d'ailleurs cette imposture intellectuelle qu'est l'islamophobie. Le terme islamophobie, si vous le cherchez maintenant, vous tapez islamophobie Larousse sur Internet, vous trouverez que donc le terme a fait son apparition dans le Larousse comme étant l'hostilité envers l'islam, virgule, les musulmans. Donc déjà, confusion entre la critique des idées et la critique des personnes, et ça, c'est extrêmement grave. Deuxièmement, quand on regarde ce qui se passe, par exemple, au niveau du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe a voté une résolution qui adopte la définition de l'islamophobie comme étant, effectivement, l'hostilité, les idées hostiles envers l'islam et les musulmans, etc., blablabla, tout un paragraphe. Donc l'islamophobie qui est du racisme en fait. Quand on vous taxe d'islamophobe, on vous dit raciste, taisez-vous. Le racisme étant un délit en France, donc la bataille qui est en train de se passer sur le plan sémantique et sur le plan institutionnel aussi, c'est exactement celle-là. Quand vous dites qu'ils veulent nous interdire la critique, c'est ce qui est en train de se passer. Le racisme étant interdit, dorénavant, en fait, pour ne pas être raciste, nous serons légalement obligés d'avoir une opinion positive de l'islam. Eh bien, si ce n'est pas ça le fascisme, qu'est-ce que c'est? Voilà. Merci. Merci. Oui, bonjour. Vous preniez l'exemple de l'Algérie et du groupe de ces terroristes, le GIA, et en fait la manière dont ce terrorisme a été contenu. Si on fait un parallèle et qu'aujourd'hui on transpose cette situation sur des pays qui sont menacés par le terrorisme, est-ce qu'on ne va pas aller pour contenir, justement, comme l'a fait l'Algérie, contenir ce groupe terroriste en développant une arabisation, justement? Est-ce que le risque en France, c'est pas de développer ce repli national, de renforcer justement pour contenir justement toutes ces pratiques terroristes? Est-ce que le repli national n'est pas une réaction intuitive, si je peux dire? Bon, je propose que Mohamed réponde. Je ne sais pas combien de temps ensuite on aura pour une deuxième vague de questions, peut-être pas, mais bon. Alors, pardon, j'ai pas très bien compris la question du repli national. Je vais essayer de commencer par votre réponse, mais si vous pouvez, par votre question plutôt, si vous pouvez juste, pour me permettre de, je ne sais pas, Maria, si
s'il te plaît, si tu peux juste de redonner à madame la... Parce que j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que la réaction du peuple français serait justement d'être dans cette soi-disant islamophobie dont on lui reproche ce comportement, alors qu'elle lutte contre un terrorisme et non pas contre des musulmans. Et non pas contre la pratique, je veux dire la religion, ça n'a rien à voir. Elle lutte contre un terrorisme, contre une... voilà. Donc, c'est... D'abord, bon, je crois avoir... D'abord, il y a... Justement, toutes les confusions viennent voilà, un peu de là. Il y a un préalable de clarification sémantique qui est nécessaire. D'abord sur la question qui a été soulevée par Zineb, évidemment à juste titre, les questions, cette supercherie intellectuelle, effectivement, le mot est juste autour du concept d'islamophobie. Aujourd'hui, on a une organisation qui est idéologiquement affiliée aux frères musulmans, qui s'appelle le CCIF, qui écrit dans ses rapports, ou quasiment pratiquement tous ses rapports, que l'islamophobie en France devient structurelle. En gros, ce qui est dit par ces gens, c'est qu'en gros, il y aurait en France un racisme d'État. Parce que l'islamophobie structurelle, cela veut dire ça. Ça veut dire que à travers ces structures, l'État français serait raciste et qu'il serait donc anti-musulman. Voilà comment on commence une autre supercherie intellectuelle. Je tiens, puisqu'on avait commencé par ça, à relever et à préciser quelque chose qui a été, à mon sens, très peu commenté. Cette fameuse marche du 11 janvier qui a inspiré finalement notre association. Il y a un fait, évidemment, qui peut paraître anodin pour des gens civilisés parce que c'est la normalité. Mais tous ceux qui ont décrié cette marche ont oublié quand même de dire la chose suivante. Dans quel pays au monde, 2, 3, 4 jours après un traumatisme tel que nous avons subi, tel qui a été subi par la société française, vous avez une marche sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère, sous le coup de la terreur, sous le coup de la sidération, une marche qui réunit un mouvement de foule de 4 millions de personnes sur l'ensemble du territoire où on n'entend pas un mot de travers. Dans quel pays au monde on peut imaginer que quelques jours après d'effroyables assassinats, une société sorte dans la rue et qu'elle ne dise pas un mot de haine? Est-ce que cela serait possible au Pakistan? Est-ce que cela serait possible en Égypte? Est-ce que cela serait possible en Algérie? Est-ce que cela serait possible au Maroc? Est-ce que cela serait possible en Tunisie? Disons les choses clairement. Pourquoi la société française n'a pas généré de haine après avoir subi elle-même cette haine inadmissible et inimaginable quelques jours auparavant? Donc, tous ceux qui crient au loup de l'islamophobie ont juste, évidemment, et on comprend pourquoi cette marche les gêne, parce que lors de cette marche, on a pu lire des slogans sur lesquels on réaffirmait des principes: liberté, laïcité, fraternité, vivre ensemble, liberté de conscience, liberté d'expression. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Je suis Charlie, je suis juif, je suis policier,
etc., etc., etc. Voilà les slogans qui ont été portés ce jour-là, ou la plupart des slogans qui ont été portés ce jour-là. Il n'y a pas eu mort aux musulmans. Alors qu'on sait que dans certains pays et certaines sociétés sont incapables d'accuser le coup d'une simple caricature, et que vous avez des populations qui sortent dans la rue, la bave coulant, les crocs dehors au cri d'Allah Akbar, tuant l'Occident et les dessinateurs. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et cette réalité, ils ne veulent pas la voir. Alors, je rassure, je ne suis pas du tout un partisan du choc des civilisations, ni des guerres des religions. Je suis même quelqu'un qui est opposé à ces thèses que je trouve totalement fausses. Pourquoi ? Parce que si elles étaient vraies, je ne serais pas là. Zineb ne serait certainement pas là. Walid ne serait certainement pas là. Et j'en passe et des meilleurs ne seraient certainement pas là. Ensuite, sur la question de la réaction, évidemment, de la société française par rapport à ce qui est en train de se produire. Il faut être conscient d'une chose, c'est que les islamistes ont une volonté qu'ils ont clairement affichée à travers leurs textes. Et ils ne s'en cachent pas. Leur volonté est de cliver la société. C'est-à-dire, lorsqu'ils attaquent, lorsqu'ils menacent, leur objectif, c'est de cliver la société. Et leur objectif non avoué, c'est de pouvoir justement alimenter et nourrir tout ce qu'il y a de plus détestable, tout ce qu'il y a de plus xénophobe, tout ce qu'il y a de plus haineux dans la société française. Et finalement, ce qu'il y a de plus haineux, ce qu'il y a de plus détestable, ce qu'il y a de plus raciste dans la société française, a tout intérêt à alimenter ces gens-là. Parce que les uns et les autres ont en définitive qu'un objectif, c'est de se retrouver dans un face-à-face où ils pourraient éventuellement en découdre, de préférence par procuration. C'est la chose, le danger qui nous guette collectivement. Le danger qui nous guette collectivement, c'est que finalement le pacte républicain soit mis à mal par des personnes qui cherchent, encore une fois, à détruire le cadre démocratique pour lui opposer une pensée totalitaire et un modèle de société fascisant, même si les uns et les autres s'en défendent. Mais en vérité, toute leur production littéraire montre qu'ils souhaiteraient aller vers cette logique-là. Une société crispée et crispante où les gens seraient là juste pour en découdre les uns contre les autres, ou les uns avec les autres. Merci. Maria, est-ce qu'on a encore le temps de... Oui, alors, de prendre quelques questions. Moi, je pense que l'islamophobie existe quand même dans la société française, il ne faut pas le nier. Il suffit de parler entre Français, on s'aperçoit que disons que les musulmans n'ont pas très bonne réputation, hein, je pouvais le dire. Est-ce qu'en fait, finalement, ce phénomène de l'islamisme et de l'islamophobie, ce n'est pas devenu aussi un enjeu politique? Moi, je le dis carrément, ce que je pense. Quand on voit, par exemple, Sarkozy, il joue là-dessus, carrément. Je ne sais pas si les musulmans en ont conscience, mais il joue sur le sentiment anti-musulman, anti-islam des Français. Je ne sais pas si c'est une anecdote qui est vraie, mais j'ai lu dans un hebdomadaire que lorsqu'il est revenu porter ses condoléances à la famille du policier, il est revenu étonné en disant « Mais t'as vu ça ?» Ce qu'il avait le plus frappé en recevant, en accueillant, en allant dans cette famille de policiers, c'est de dire « Te rends compte, dans cette famille, toutes les femmes étaient voilées. » Elles étaient toutes voilées. Je veux dire que ce n'était pas dans un sentiment, quand il a sorti cette réflexion, ce n'était pas pour en dire du bien, que les femmes étaient voilées dans cette famille de policiers. Et toutes les réflexions qu'il fait actuellement, tout ça, il joue là-dessus. Et s'il joue là-dessus, c'est qu'il sait que c'est populaire. Parce que maintenant, Sarkozy il joue actuellement le jeu du populisme en pensant que l'islamophobie, même si ce n'est pas énoncer son nom comme ça, peut être porteuse électoralement.
Mohamed veut répondre. Encore tout une de suite. fois, pour que je puisse pas penser que 2 heures d'intervention n'ont servi à rien, je récuse le terme islamophobie. Je récuse totalement, et pour plusieurs raisons. D'abord par conviction idéologique. Le racisme existe dans la société française? La réponse est oui. Et le racisme a toujours existé dans la société française. Voilà. Et quelle société au monde n'a pas généré du racisme ou de la haine vers l'autre, et singulièrement vers l'étranger, réel ou supposé? Bon. Maintenant, est-ce que le racisme en France est structurel? La réponse est non. En l'occurrence, il y a un arsenal juridique qui condamne et qui permet de poursuivre et de condamner très sévèrement toute personne qui se rend coupable de racisme. Ça, on l'oublie souvent de le préciser. Alors ensuite, la supercherie islamophobie est une supercherie à plusieurs niveaux. D'abord, c'est une supercherie sémantique. Si nous voulons être des amoureux de la langue française et des puristes, pardon, moi on m'a appris que le suffixe phobie voulait dire peur excessive de l'islam. Est-ce que entre nous aujourd'hui, raisonnablement, on peut imaginer, comme disent les gens de la télé, avec toute cette actualité anxiogène, Daesh qui menace la France, des Français qui tuent des journalistes, des Français qui tuent au nom de l'islam des Juifs, des Français qui tuent au nom de l'islam des policiers, on va dire à Madame Michu, comme l'appelle la télévision, tu n'as pas le droit d'avoir peur de l'islam. C'est-à-dire, on a un contexte qui est en lui-même anxiogène, et on va dire aux gens, je vous dénie même le droit d'avoir peur. Il y a des gens qui vous menacent au nom d'une religion. Certes, ce n'est pas l'islam. Certes, cette idéologie s'appelle le salafisme. Certes, ça s'appelle les frères musulmans. Mais je vous dénie le droit d'avoir peur. Et même, j'exige de vous que vous aimiez tout musulman que vous allez croiser dans la rue. Non pas que vous soyez indifférent à leur égard. Aujourd'hui, l'exigence, c'est d'aimer les musulmans. Il faut les aimer, tous, collectivement, sans, je dirais, distinction. Donc c'est la deuxième supercherie. La troisième supercherie, c'est une supercherie, je dirais, à la fois idéologique et juridique. Parce qu'effectivement, quand on entend dire que l'islamophobie serait toute manifestation qui vise à critiquer, y compris violemment, des dogmes, des idéologies, des visions du monde, y compris une religion, ce qui est à la fois légitimé par l'usage dans une démocratie et par le droit, au nom de quoi on viendrait m'interdire de critiquer la pensée des frères musulmans ou le salafisme, et au nom de quoi on viendrait m'interdire, y compris de critiquer le dogme islamique à certains égards si j'en ai envie. Au nom de quoi? Le droit a été extrêmement clair, notamment lorsque des associations islamiques et islamistes ont poursuivi Charlie Hebdo. Les magistrats ont rappelé la chose suivante. En France, et le droit français l'accorde, la critique des religions, des philosophies, des idéologies est légitime. Et le sacré n'est sacré que pour celui qui croit que c'est sacré. La deuxième chose, ce qui doit être respecté, et ce qui ne doit pas être dénigré ni diffamé, ce sont les personnes en raison de leur croyance ou en raison de leur origine. Voilà la nuance et voilà la subtilité. Alors il y a un choix. Soit on fait preuve, collectivement, d'imbécilité et on tombe dans le piège qui nous est tendu, on dit, alors si c'est comme ça, on ne va plus rien dire sur les idéologies qui vont nourrir le terrorisme, ou même sur une religion. Ou alors, on est conscient de ce qui se trame et on va se dire la chose suivante. On va continuer, malgré les pressions, d'exercer notre droit à la parole et on va continuer, car ce sont nos valeurs et car c'est le droit de respecter nos concitoyens, y compris ceux qui sont dans des dérives. Parce que si eux sont devenus fous, nous, il faut qu'on fasse en sorte à ce qu'on ne le devienne pas. Et le clivage de ce point de vue doit être idéologique et clair, c'est-à-dire nous ne devons surtout pas, et là ça répond en partie à votre question, nous ne devons surtout pas céder à des démons qui seraient
capables de venir nous entraîner dans des haines similaires. Et à leur haine, on doit puiser dans le corpus démocratique et dans la République pour construire nos ripostes et nos réponses. Voilà, me semble-t-il, la vraie attitude à avoir pour continuer d'être à la fois républicain, antiraciste et de jouir complètement de sa liberté de pensée et de sa liberté de parole. Je vous remercie. Merci Mohamed. Quelques mots, puisqu'il faut qu'on rende la salle, vous le savez sans doute, les séances de cinéma reprennent dans pas bien longtemps. Je voulais vous dire que ce séminaire est le dernier de l'année avant les vacances. Donc voilà, je pense que pour un dernier séminaire avant les vacances, c'était vraiment un moment très fort. Merci Mohamed. Vous recevrez, j'espère, la newsletter de la règle du jeu, dans lequel sera annoncée l'édition de la vidéo de notre discussion de ce matin. Je vous remercie et donc à très bientôt.